Apprendre son histoire est un acte de résistance. Une petite vidéo pour tous les petits fachos et compagnie qui viennent sur mes vidéos récemment, surtout celles qui concernent l'Algérie, pour venir me mettre des commentaires ridicules. L'Algérie a créé la France ou la France a créé l'Algérie? Bref, pire que ça, l'Algérie a eu son indépendance avec un référendum, du pseudonyme terrible. Ceux qui étaient là s'en souviennent, mais il n'y a pas que lui. Il y a Eloa et d'autres, mais j'ai décidé de pas les mettre. J'ai décidé plutôt de répondre avec de l'histoire. Je suis historien. Historien, c'est pas un diplôme en fait. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps pour expliquer ce qu'était un historien. Je vais pas refaire le même exercice, je vais simplement préciser une chose. Un professeur d'école, c'est-à-dire qui fait l'école primaire, un professeur des écoles, n'a pas nécessairement de formation d'historien et non plus de formation d'histoire. Il doit suivre un programme. Il va donner des cours d'histoire, de français, de mathématiques, etc. à des élèves allant de la CP jusqu'au CM2. Les titulaires d'un CAPES, qui eux sont au collège, les professeurs dits certifiés, vont être professeurs d'histoire-géographie. Ils vont eux-mêmes, entre guillemets, donner des cours en se référant à un programme, on l'appelle aussi le référentiel. Ils n'ont pas le droit d'en sortir et vont donner des cours sur ce programme-là, selon le niveau qu'ils vont avoir en phase 2. Au lycée, on va avoir des certifiés, mais aussi des agrégés. Un agrégé, c'est la même chose qu'un certifié, sauf que l'agrégé peut exercer en lycée. Paradoxalement, il fait moins d'heures, il a meilleur salaire. C'est entre guillemets quasiment le même concours, sauf que la notation à l'agrégation est plus sévère et il y a un oral qui est un peu plus costaud, on va dire ça comme ça. Vous avez ensuite les maîtres de conférences qui, eux, vont exercer uniquement dans le milieu universitaire. Là, ils vont être titulaires soit d'un concours, soit d'une chaire, et ensuite, ils vont pouvoir donner des cours à des universitaires de la licence jusqu'au master. Après, vous avez les doctorants qui, eux, vont aussi avoir une chaire, n'est-ce pas, et nécessairement donner des cours, à être directeur de mémoire, directeur de thèse, ou directeur de recherche, appelez ça comme vous le voulez. Voilà, vous avez à peu près toute cette panoplie-là. Dans tout ça, il n'y a pas nécessairement d'historien. L'historien, c'est celui qui, entre guillemets, va aller au bout de son parcours universitaire, c'est-à-dire avoir un DEA, un diplôme d'études approfondies, et à la suite de ce parcours-là, va aller soit du côté de la recherche pour présenter une thèse et être docteur en histoire sur un thème, ou alors s'orienter sur de la recherche sans nécessairement soutenir une thèse, et après, il va en fait devenir historien par plusieurs axes. Contribuer à des sources existantes ou créer de nouvelles sources, etc. sur des sujets historiques, produire du contenu, je parle pas de vidéos sur TikTok, écrire des livres, écrire des articles, etc., publier dans des revues de référence, et ensuite multiplier les conférences, etc., et ainsi s'installer comme historien. En ce qui me concerne, naturellement que j'ai fait des conférences et pas qu'une, n'est-ce pas? Je donne des conférences depuis plus d'une vingtaine d'années sur l'histoire. Au-delà de ça, j'ai écrit à ce jour une dizaine de romans historiques. J'ai contribué aussi à beaucoup de pages, etc. Je parle d'avant les réseaux sociaux et d'articles scientifiques dits de référence. Et donc, je peux me qualifier d'historien et suis reconnu comme tel lorsque je suis invité, par exemple, par une université pour donner une conférence ou un autre lieu où il y aurait d'autres docteurs en histoire et historiens, etc. Bref, passons. Pourquoi je dis ça? Quand on parle de la guerre d'Algérie, vous avez les historiens français qui, eux, vont s'arrêter exclusivement à un certain type de source. C'est-à-dire que quand on veut enquêter ou quand on veut faire des recherches sur la guerre d'Algérie, il y a des sources qui sont disponibles. Vous avez les sources qui sont en France. Ce sont ce qu'on appelle les archives militaires. Vous allez les trouver au ministère de la guerre, enfin, ministère de la Défense si vous préférez, ou des armées maintenant. Après aussi, par exemple, au musée de la Marine, celui de l'armée de terre, etc. Vous allez avoir des archives qu'on peut qualifier dites militaires. Dans ces archives, qu'est-ce que vous allez trouver?
des échanges entre des généraux, des officiers entre eux, des sous-officiers qui écrivent à des officiers, toutes les correspondances qui vont vous permettre par exemple de trouver des éléments d'information. Quand on vous a dit par exemple que l'Arbi Ben Mehdi s'était suicidé, et non, Ossarès, le général Ossarès, celui qui torture des Algériens, je rappelle qu'il est aussi un des concepteurs de la torture, lui va dire après, on l'a pendu en fait, et on s'y est même pris à 2 fois. C'est un martyr, mais bon, c'est un exemple. Vous avez des correspondances, le général Salan, le général Massu, etc. Bon, bref, Robert Lacoste, etc. Tout cela, là, ce petit monde s'est écrit des lettres, des télégrammes, et on peut les consulter quand on est historien et quand on en fait la demande. Même les citoyens peuvent, alors ils peuvent pas tout consulter les citoyens, mais ils peuvent consulter un ensemble d'archives. Après, vous n'avez pas que des télégrammes et des lettres, vous avez aussi des rapports circonstanciés sur des événements ou des rapports qui vont dire, par exemple, est-ce qu'on peut utiliser le gaz chimique sur les populations civiles. Voilà, donc ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, vous avez vu, plusieurs épisodes. Donc tout ceci, ce sont les archives militaires. Mais regardez bien, quand on parle de la guerre d'Algérie, on peut entendre ça. Qui ne dit pas son nom. On parle pudiquement d'opération de maintien de l'ordre. Mais c'est un conflit long, cruel et douloureux, qui fera plusieurs centaines de milliers de morts. Celui qui parle n'est pas algérien. Celui qui parle n'est pas historien. C'est un journaliste qui vous dit une centaine de milliers de morts. Voilà le problème en fait. C'est que quand on ne consulte que des sources, entre guillemets, d'un côté, on a nécessairement un déséquilibre. Si on veut aller au bout du raisonnement, on peut aller en Algérie, vous avez le ministère des Moudjahidines, dans lequel vous allez pouvoir consulter bon nombre d'archives, aussi bien les archives du FLN, que des archives aussi de personnes qui ont contribué, qui étaient membres de l'ALN ou pas, etc. Et beaucoup d'archives qui permettent, entre les correspondances, les rapports aussi, c'est un peu le même système, d'avoir encore d'autres informations sur un même fait, mais avec 2 versions différentes. Là, vous pouvez me dire laquelle on va croire. Eh bien, c'est pas nécessairement en vérité qu'on va se dire le français a tort et l'algérien a raison et vice versa. On va essayer de recouper les informations. On va prendre plusieurs canaux de ressources et on va surtout prendre ce qu'on appelle des témoins. Alors, soit ce sont des témoins oculaires qui sont encore vivants, parce que la guerre d'Algérie, 54-62, ou alors des témoins qui ne sont plus vivants mais qui ont laissé des témoignages. Et donc, en ce qui me concerne, moi j'ai eu la chance de parler avec plusieurs appelés français, c'est-à-dire des gens qui à l'époque faisaient le service militaire et qui n'avaient pas pu y échapper et qui avaient été envoyés en Algérie. Eh bien, j'ai encore parlé il y a quelque temps avec un monsieur de 92 ans qui était ce qu'on appelle un aspirant officier, donc il avait le grade de sous-lieutenant. Il était en Algérie pendant quasiment toute la guerre et il m'a parlé de certaines actions que moi-même je ne connaissais pas. Des opérations clandestines où ils se déguisent en femmes, etc. Ils s'habillent en noir et puis ils vont tuer des gens dans les villages. Bon bref, je vais pas détailler ça ici, mais en tout état de cause. J'ai pas parlé qu'avec ce monsieur, j'ai parlé avec plusieurs messieurs, c'est avec des contacts, etc. Et une chose est certaine, c'est que les appelés, ils ont pas la même version que ce qu'on trouve par exemple dans les archives de l'armée française. On va parler de 2 choses. Le nombre de victimes de la guerre d'Algérie. Quand on vous dit une centaine de milliers de morts, c'est impossible, mathématiquement parlant. Le système de comptage, il est tronqué. Parce que je rappelle que pour l'Algérie, c'est une guerre d'indépendance. Pour la France, c'est une opération de maintien de l'ordre. Donc, si vous voulez, quand ils ont massacré, par exemple, le 8 mai 1945 à Sétif et d'autres régions, ils ont dit, voilà, 300, après ils ont dit 4000, après ils ont dit 1000, après ils ont dit 3000. Ils ont donné tous les chiffres, mais pas les vrais chiffres. L'Algérie parle à minima de 45 000 morts, et surtout d'exactions qui ont été commises par des gens qui n'étaient pas nécessairement des militaires, des gendarmes ou des policiers, des médecins, des boulangers, etc., qui sont mis à tuer les civils. Je rappelle que Sétif, ça commence parce qu'un jeune sort un drapeau algérien. Après, venez pas me dire c'est une Française qui l'a cousu, ça on s'en fout, mais il le sort parce qu'on célèbre, je le rappelle, la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dans cet élan de célébration, on lui sort le drapeau. On lui tire dessus, et ça déclenche, voilà, des émeutes, et après, il y a des civils français qui vont mourir, mais la répression va être terrible, barbare, inhumaine et impensable. Et la conclusion de tout ça, c'est que la guerre d'Algérie, qu'on soit très clair, on n'est pas en présence d'une centaine de millions de morts. C'est un peu comme l'esclavage, on vous dit, ouais, 9 millions de victimes, la traite atlantique.
Moi, je peux vous dire, avec toutes les recherches que j'ai pu effectuer, il y a mon livre Insoumis sur la période 54-62 qui sortira prochainement. Ça sera le premier de 3 livres sur l'Algérie. J'en ai écrit 2, le 3e il est en cours d'écriture. Le premier ce sera Insoumis, le 2e ce sera Mirat d'Algérie sur la période de 1830, et le 3e ce sera certainement sur l'émir Abdelkader. En tout état de cause, on a plus de 1,5 million de morts. Voilà. Les civils, les massacres, les disparus, les corvées de bois, etc., etc. Alors comment on arrive à ce chiffre en fait? C'est que quand on consulte les archives algériennes, les archives françaises, il y a un déséquilibre qui est tellement disproportionné qu'on s'interroge sur qui dit la vérité. Est-ce que l'Algérie a tendance à exagérer les chiffres du nombre de morts? On se pose légitimement la question en tant que chercheur, donc du coup, on cherche. Et quand on s'aperçoit que des appelés vous disent, sur des témoignages écrits que l'on peut consulter, quand des civils qui ne sont même pas des appelés, qui sont des gens comme par exemple Frantz Fanon, qui au départ n'est pas algérien, etc., mais va prendre parti pour l'Algérie, parce qu'il sait que c'est une lutte pour la liberté, c'est une guerre d'indépendance, à l'image du Vietnam, par exemple, avec la guerre d'Indochine. Et donc, on arrive à 1,5 million, c'est un chiffre qui n'est pas exhaustif. On n'a pas, et on l'aura pas, je pense, le chiffre complet. C'est peut-être plus, mais c'est pas moins. Parce qu'en fait, on a quand même des recensements qui sont faits par d'autres intermédiaires que le code de l'indigénat, et on a quantité de témoignages qui font état de massacres absolument terrifiants, qui ont été masqués, parce que la France, dans cette guerre, il faut être très clair, après l'Indochine, ils ont eu une leçon, ils se sont fait éclater, c'est le terme, par les Vietnamiens. Donc la guerre d'Indochine, c'était une humiliation pour la France. Et je rappelle qu'elle a fini quasiment, la même année qu'avant que commence la guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954, la Toussaint Rouge. Et donc les Algériens, conscients du fait que la France avait montré des faiblesses pendant la guerre d'Indochine, ont pensé, et c'est légitime, d'amener des actions de guérilla pour faire plier la France qui sortait affaiblie de ce conflit, et la France a décidé d'appliquer un régime de terreur. Je donne un exemple tout bête. Un avion qui passe avec du napalm, c'est un peu comme au Vietnam, ils ont fait la même chose après les Américains, et qui va brûler, par exemple, 1000 personnes dans un village. Vous croyez que le pilote y compte? Vous croyez qu'après les gendarmes ils y vont et ils comptent? Alors déjà ils y vont plus, parce que voilà, la zone elle est brûlée, etc. Et puis qu'est-ce que vous allez retrouver là-dedans? Parce que voilà, c'est affreux, dit comme ça, c'est abominable, parce qu'on parle de vie humaine, mais c'est pour vous dire en fait que c'est comme ce qui se passe à Gaza. On vous dit 100 000 morts, ça veut rien dire, parce qu'il y a encore des gens qui sont certainement sous les décombres, il y a des gens qui n'ont pas été retrouvés, etc. Et puis c'est pareil, le système de comptage il est totalement aléatoire. La plupart des experts militaires considèrent qu'on serait à minima à 300 000 victimes à Gaza. Vous voyez? Donc avec la guerre d'Algérie, on a quasiment la même constatation, c'est-à-dire que les Français ne comptent pas tout et comptent toujours au minimum. Donc en vérité, la guerre d'Algérie, c'est bien 1,5 million de morts. Et quand on est conscient de ça, on commence à réfléchir avant d'ouvrir sa bouche et de dire que c'est un référendum qui a donné l'indépendance à l'Algérie. C'est le sang des martyrs, c'est le sang de sa population. Que ça vous plaise ou pas, l'Algérie a eu et obtenu son indépendance dans le sang, dans la sueur, dans les larmes, mais surtout dans le courage de son peuple qui a fait face aux colonisateurs français. Tahaya Jazair, abonnez-vous.